Salut, je suis ravi de te retrouver pour ce deuxième épisode de notre calendrier de l'Avent des bizarres dans Baleine sous gravillon, c'est-à-dire 12 épisodes avant Noël sur les êtres les plus incroyables que je connaisse dans tous les grands groupes du vivant. Tu vois, j'ai essayé de ne pas prendre que des mammifères ou des oiseaux, j'ai pris des mammifères, des oiseaux, mais aussi des poissons, et tu verras que j'ai également sélectionné des invertébrés et des plantes. Et donc, après le premier épisode sur l'engoulevent porte-étendard, cet oiseau incroyable avec ses longues rémiges en forme de ruban du côté de chacune de ses ailes, cet improbable oiseau d'une improbable famille, celle des engoulevents, les avalevents, et bien là, je vais te parler d'un poisson. Ce poisson, déjà, il a un nom incroyable, il s'appelle le poisson revenant. En anglais, c'est le spookfish, ça veut dire exactement la même chose. Spook, en anglais, c'est le fantôme, c'est le revenant. Donc le poisson revenant, de son petit nom scientifique Macropina microstoma, eh bien, son nom en anglais, c'est le barrel eye fish, ce qui veut dire le poisson avec des yeux en forme de tonneau. Et c'est vrai que là encore, je te renvoie vers l'image que tu verras sur la vignette de cet épisode. Il suffit que tu ailles sur ton appli d'écoute, tu vas voir à quoi il ressemble. Il a des yeux en forme de tonneau qui sont extrêmement spectaculaires. C'est vraiment un poisson qui ressemble à nul autre, ce spookfish, ce poisson revenant. Il a deux espèces de tonneaux qui regardent vers le haut et le tout est enfermé dans une sorte de dôme transparent à l'intérieur de leur crâne. Imagine, tu vois, tout le reste, ça ressemble à un poisson, mais en lieu et place de la tête, c'est une espèce de sphère transparente dans laquelle il y a deux tubes verts qui, effectivement, regardent vers le haut. Et puis, il y a deux petits trous devant la tête qu'on pourrait confondre avec des petits yeux tristes, mais en fait, c'est pas ses yeux, c'est ses narines. Voilà ce que tu peux voir sur la vignette de l'émission. Alors, ce sont des petits poissons qui vivent très profond dans l'océan, de 15 cm, ils sont tout petits, et on les trouve dans les régions tropicales et tempérées des océans. Ils appartiennent à la famille des Opistoproctidés, qui ne comprend que 13 espèces. Alors je te le dis tout de suite, tu vas voir, c'est intéressant. Cette famille, comme d'habitude, le nom, il veut rien dire quand on gratte pas, mais en fait, la racine Opistoproctidés, ça veut dire qu'en gros, ils ont un trou de balle qui est situé très en arrière du corps. Ils ont un orifice anal, pour le dire plus scientifiquement, qui est très reculé, parfois très très proche de l'extrémité caudale de la queue. Et donc, les scientifiques qui l'ont nommé en premier, ils ont trouvé que c'était le trait le plus distinctif pour cette famille, alors que tu vas voir que je vais te raconter que c'est pas ce qui vient en premier quand tu regardes ne serait-ce que, encore une fois, la vignette du podcast. Donc, il a été découvert et décrit pour la première fois assez tard, en 1939, par le biologiste W.M. Chapman. Et pendant longtemps, les descriptions du poisson revenant se basaient sur des spécimens qu'on avait trouvés dans des filets et qui avaient été remontés de très profond. Et donc, ils étaient très endommagés. Tu sais que les poissons, quand tu les remontes, tous ces poissons qui vivent très en profondeur, c'est difficile de les remonter intacts. Parce qu'il y a toutes sortes d'échanges de gaz. Si tu fais de la plongée, tu vas comprendre ça tout de suite. Tous les gaz qui sont dissous dans leur corps et fait éclater leur tissu, leur vaisseau, et donc c'est une espèce de bouillie informe qui remonte. Donc c'est très difficile pour ça de les étudier. J'avais raconté cette histoire quand j'ai parlé du blobfish, qui a été malheureusement élu, c'est vraiment pas ce que l'humanité a fait de mieux, le poisson le plus laid du monde, le blobfish. J'avais fait un épisode sur lui dans Petit Poisson deviendra podcast. Si ça t'intéresse, tu peux le retrouver facilement dans ton appli d'écoute en tapant par exemple poisson ou petit poisson et blob. Et là, tu vas tout de suite tomber sur cet épisode d'un des 4 frangins de la famille Baleine sous gravillon qui étudie tout ce qui se passe dans l'océan et qui s'appelle Petit Poisson deviendra podcast. Alors pour en revenir au spookfish, au poisson revenant, il a pu être observé dans son milieu naturel qu'en 2004, à partir, tu sais, de sous-marins téléguidés. Il vit beaucoup trop profond pour qu'on puisse l'observer en plongée. Et donc on utilise pour ça des sous-marins téléguidés qu'on appelle des ROV, R-O-V, ce qui veut dire en anglais Remote Operated Vehicles. C'est tout ce qui est les engins qui sont télécommandés à distance. Eh bien lui, pour être plus précis, il vit entre 600 et 800 mètres de profondeur. Et à ces altitudes, si j'ose dire, à ces profondeurs-là, ils sont parmi les seuls animaux qui peuvent encore distinguer ce qui se passe. Il reste très très peu de lumière, t'imagines, à plusieurs centaines de mètres de fond. Si nous on y allait, on y verrait que du feu, c'est-à-dire du noir. Alors ce poisson, il vit dans la zone mésopélagique, qui est une des 4 principales couches de l'océan. Et là encore, j'avais fait
un épisode pour expliquer ça de manière la plus simple possible. Tu sais que les océans, ils sont beaucoup plus profonds que la Terre n'est haute. Hein. Tu sais que l'endroit le plus profond de l'océan, il est quasiment à 11 km de profondeur. C'est dans la fameuse fosse des Mariannes, alors que l'Everest, il n'arrive qu'à 8848 mètres. Hein. Donc tu vois que les océans sont plus profonds que la Terre n'est haute. Bon, ça c'est un détail. Et ces océans, on les connaît très mal. Il y a beaucoup de scientifiques qui disent qu'on les connaît moins bien que la surface de la Lune. Et pour essayer de mieux comprendre ce qui s'y passe, les scientifiques les ont divisés en 4 zones que je te rappelle vite fait. Là encore, j'ai fait un épisode spécifique, si tu veux approfondir ça, dans PPDP, dans Petit Poisson deviendra podcast. Là encore, il suffit que tu tapes poisson et étage. Petit poisson et étage, tu trouves l'épisode tout de suite. Et donc, pour rappel, l'océan, comme je te disais, il se divise en 5 zones, 5 étages. En 1, tu as la zone épipélagique. En gros, c'est tout ce qui part de la surface jusqu'à 200 mètres. C'est ce qu'on appelle aussi la zone photique ou la zone de lumière où il y a pas mal de lumière. Et donc, il y a tout ce qui pratique la photosynthèse à cet étage-là. Donc, t'imagines le phytoplancton et donc tous les poissons qui mangent ça, les mammifères marins, etc., les dauphins, les thons, les maquereaux. Tout ce qui est connu, tu vois, dans la zone épipélagique. Ensuite, c'est la zone dont je viens de te parler, c'est la zone mésopélagique qui s'étale de 200 à 1000 mètres. Et là, un petit moyen mnémotechnique pour que tu te souviennes de cette zone mésopélagique. Méso, c'est entre, c'est ça que ça veut dire. En gros, 1000 mètres, c'est, j'allais dire, l'altitude de croisière du cachalot. Tu sais que c'est un des cétacés qui va le plus profond de tous. Et donc, ce cachalot, il va jusqu'à 1000 mètres, certains encore plus. Mais en gros, c'est sa limite à lui, le cachalot, c'est 1000 mètres. Donc tu vois, c'est un peu la frontière de là où va le cachalot, si tu veux retenir. Donc ça, je te l'ai déjà dit, c'est la zone crépusculaire. La lumière est très très faible, il en reste un tout petit peu, plus assez pour la photosynthèse. Et donc, comme je t'ai dit, c'est le royaume d'animaux qui sont bioluminescents, c'est-à-dire qui émettent des lumières. Typiquement, c'est là où vivent les poissons lanternes, les calmars lumineux, nos poissons revenants, évidemment, c'est ce que je te disais. Et puis aussi certains requins des grandes profondeurs comme le requin lanterne. T'imagines bien qu'avec un nom pareil, lui aussi, il brille. Donc, vite fait, ensuite, après la zone mésopélagique où croisent, si j'ose dire, nos poissons revenants, eh bien, encore plus profond de 1000 à 4000 mètres, tu as la zone bathypélagique. Bathy, en grec, ça veut dire profond. Et là encore, un point de repère à 3800 mètres, c'est-à-dire pas loin de la limite inférieure de cette zone-là, de cette zone bathypélagique. Eh bien, c'est là que tu as l'épave du Titanic à 3800 mètres, tu vois. Cette zone, elle s'arrête à 4000 mètres. Et l'autre gros point de repère que tu peux retenir, c'est que 4000 mètres, c'est la profondeur moyenne des océans. Tu vois, c'est intéressant à savoir, c'est-à-dire qu'en moyenne, le plancher de l'océan, il est situé à 4000 mètres. Voilà. Donc tu vois, ça en fait un truc facile à retenir. Alors là, pour le coup, de 1000 à 4000 mètres, l'obscurité est totale, sauf pour ceux qui émettent de la lumière, soit pour chasser, soit pour se reconnaître, la bioluminescence. Bon, mis à part ça, là, c'est le noir absolu. L'autre caractéristique de cette zone bathypélagique, c'est qu'il fait très froid. Hein, l'eau ne dépasse pas 4 degrés, la pression est énorme, mais on y trouve encore toutes sortes d'animaux incroyables. Le poisson vipère, le fameux calmar géant, c'est là-dedans qu'il est. Hein. C'est pour ça que les cachalots, ils descendent parfois jusque-là pour aller en choper. Et puis, il y a des méduses abyssales, toutes sortes d'animaux comme ça. Donc ensuite, tu as la zone abyssopélagique. Donc là, c'est encore plus profond, encore plus froid, le noir encore plus complet. Il reste, des animaux qui sont de moins en moins connus. Hein. Typiquement, on commence à y trouver des concombres de mer qui vivent au fond, hein, bien sûr. Et puis, au-delà de cette zone abyssopélagique, 4000-6000 mètres, eh bien, tu as la zone hadopélagique. Et là, dans Hado, tu reconnais Hadès. Hadès, c'est le dieu des enfers. Donc là, c'est vraiment ce qu'il y a de plus profond. Hein. C'est de 6000 au top, c'est-à-dire à 10 898 mètres, qui est le point le plus profond mesuré des océans. Et je te fais un petit lien avec l'actualité. C'est que la personne qui est descendue aussi profond, tu la connais. Elle s'appelle James Cameron. Tu sais, c'est le fameux réalisateur d'Avatar, qui à l'époque où j'enregistre ce que tu entends, il y a Avatar 3 qui est en train de sortir. Et bien James Cameron, qui est fasciné par les fonds des océans, qui a mis une grande partie de sa fortune pour leur exploration, et bien c'est l'homme le plus profond du monde, à quasiment 11 km, dans cette zone, donc, hadopélagique. Donc voilà pour les 5 grandes zones de l'océan, encore une fois, en fonction du degré de lumière qu'ils reçoivent. Il y a d'autres manières de découper l'océan en différents étages, que je raconte aussi dans cet épisode de PPDP, mais là encore, je ne peux pas tout résumer, mais je voulais te faire ce petit rappel. Pour le reste, je t'invite à aller voir dans Petit Poisson deviendra podcast si tu veux en savoir plus. J'en reviens au poisson revenant, donc lui, t'as pigé, qui croisait parfois des cachalots.
Et donc j'en reviens, là on va mettre un peu la focale sur le poisson revenant, comme je te disais, il a une tête qui est une sorte de globe transparent, de dôme transparent, enfin en tout cas sur la partie du dessus. Et à l'intérieur de cette verrière, entre gros guillemets, il y a des yeux un peu verts, mais aussi le cerveau, les nerfs. En fait, vu que c'est transparent, on voit tout ce qui se passe à l'intérieur de son crâne, c'est fou. Donc ces yeux, ils sont pas classiques, hein, c'est des yeux en forme de tube, on dirait, tu sais, des mini barils de pétrole, si tu veux. Et ces yeux-là, ils sont spécialisés pour la vision en eau profonde. Alors comment ça marche tout ça? Dans l'obscurité presque totale de cette zone mésopélagique, dans cette zone crépusculaire si tu préfères, eh bien ce type d'œil tubulaire du barrel eye, du poisson revenant, c'est une extraordinaire adaptation. En fait, grâce à ces yeux tubulaires, il capte la moindre lueur, surtout celle de la bioluminescence émanant d'autres êtres vivants. En plus, ces yeux, ils sont équipés de lentilles vertes. On le voit hein, dans la transparence du crâne, il y a une couleur verte. Ce pigment-là, vert, agirait un peu comme des lunettes de soleil, ou en tout cas comme un filtre qui lui permet de bloquer la faible lumière bleutée qui vient du haut, tout en améliorant la détection des couleurs bioluminescentes des autres êtres autour de lui, très discrètes, hein, un œil humain ne les verrait pas, des méduses, des siphonophores, des organismes planctoniques qui dérivent. En 2008, les scientifiques ont fait une découverte intéressante parce qu'on a longtemps cru que ces yeux en forme de tube, ils étaient figés dans cette position et qu'ils ne regardaient que vers le haut, ce qui peut être un peu gênant hein, au moment de faire un créneau par exemple en ville. Mais en 2008, des chercheurs ont observé que des individus vivants peuvent pivoter leurs yeux et basculer vers l'avant et donc ils ne sont pas toujours orientés vers le haut. Et ça, mis à part ma petite blague là, sur le fait de faire un créneau, on comprend que ce soit utile pour finaliser le fait d'attraper quelque chose qui serait devant eux, par exemple, et pas au-dessus. T'imagines bien que ce serait difficile d'ouvrir la bouche pour attraper un truc qui est au-dessus de toi. Donc, effectivement, c'est pratique qu'ils puissent pivoter ces yeux en forme de tube pour manger du zooplancton, des crustacés, des méduses, des siphonophores, tout ce qui passe dans leur champ visuel. C'est intéressant ce que je te dis sur le fait de cette découverte là, de 2008 qui a montré qu'ils pouvaient pivoter leurs yeux incroyables vers l'avant parce qu'on les a observés en train de piquer, de voler de la nourriture aux fameux siphonophores. Alors c'est pareil, hein, les siphonophores, j'en parle dans PPDP si tu veux aller voir un peu plus ce que c'est, mais en gros ça ressemble tu sais, à de grandes guirlandes d'êtres qui ont choisi de vivre ensemble, une espèce de colloque de zooïdes. C'est bon, encore une fois pour les explications, je te renvoie vers PPDP, vers Petit Poisson, mais juste, en gros tu vois les siphonophores, c'est vrai que c'est des cousins des méduses qui ressemblent à de grandes guirlandes, parfois un peu lumineuses, c'est des êtres incroyables. Et donc le fait qu'il y ait ces vols de nourriture, là ça montre qu'il y a des interactions écologiques originales et pas que de la prédation directe chez ces petits poissons spookfish, chez ces poissons revenants. Alors vite fait, je te raconte aussi ses autres caractéristiques. Je t'ai déjà dit qu'il était tout petit, donc il a une petite bouche, il a des petites nageoires larges et plates. Et en gros, ce poisson-là, il nage pas vraiment. Il fait du surplace, il est en suspension, il attend que la nourriture vienne à lui, donc c'est pas un poisson très rapide, très musclé. En gros, sa stratégie, c'est d'être là, c'est de l'éviter, si tu veux, dans l'eau. Il fait du surplace. Et ça lui permet d'économiser de l'énergie. Donc, il minimise ses dépenses dans un milieu où les calories sont rares. Hein. Les proies sont rares. C'est quelque chose que je raconte souvent dans mes conférences. Très contre-intuitivement, l'océan, c'est un vrai désert de vie. Hein. L'océan, il recouvre les 3/4 de la planète, mais il ne contient que 1,5% de toute la biomasse terrestre, c'est-à-dire de tout ce qui vit. Il n'y a que 1,5% de cette masse-là dans l'océan et que 13% de la biodiversité. Si tu veux en savoir plus, je te renvoie vers mon livre sur les idées fausses, cette fois, en finir avec les idées fausses sur le monde vivant, où j'explique pourquoi l'océan, un peu contre-intuitivement, est ce désert de vie. Autre caractéristique intéressante, tu sais, je t'ai parlé du dôme transparent à travers lequel on peut voir ses yeux. Alors ce dôme, il est gorgé d'un fluide transparent. Hein. Et si tu veux, cette espèce de verrière, comme j'ai déjà dit, sert aussi de bouclier à ses yeux qui sont fragiles, notamment contre les tentacules, tu sais, urticantes des siphonophores. Tu sais, je t'ai dit, c'est des cousins des méduses. Donc comme elles, ces siphonophores, ils capturent leurs petites proies avec des mini-harpons. Et donc, ils pourraient s'abîmer les yeux s'il n'y avait pas cette espèce de verrière, comme j'arrête pas de dire, ce dôme à travers lequel ses yeux sont abrités. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de cet épisode? Eh bien que le spookfish, au-delà de son aspect extrêmement étrange, si tu veux, c'est aussi et d'abord un symbole de l'ingéniosité de l'évolution sous la pression, dans les conditions extrêmes. C'est un exemple frappant d'adaptation à un environnement où la lumière est quasiment absente, la nourriture rarissime, c'est ce que je viens de te dire, et donc où chaque micro-avantage a été exploité et retenu
par l'évolution. J'ai parlé d'ingéniosité, mais n'importe quel scientifique me claquerait s'il m'entendait dire ça. C'est anthropomorphique. En fait, l'évolution, elle fait son marché au hasard et elle retient ce qui marche pas, ça disparaît. C'est ça qu'il faudrait dire pour être correct. Donc voilà, le spookfish, le poisson revenant, c'est un exemple spectaculaire de divergence évolutive. Il illustre l'idée que dans cet environnement abyssal, la lumière, même infime, c'est un trésor qu'il faut exploiter, d'où l'évolution de ses yeux ultrasensibles. Et aussi ce comportement, comme je t'ai dit, qui est lent, qui est économe en énergie. Tu vois que tout ça, ça a forgé finalement la façon d'être de ce poisson, c'est aussi ce qu'il faut retenir. Et puis la dernière chose que je voudrais te dire dans cet épisode, c'est que sur le plan biologique, l'étude du poisson revenant nous rappelle que nos connaissances sont souvent biaisées. On a commencé par connaître tout ce qui a été facile à ramener à la surface et tout ce qui a été plus difficile à observer et encore plus à ramener. Je t'ai dit au début que en gros c'est de la bouillie, au début ce qu'on arrivait à remonter. Donc forcément, plus les espèces sont difficiles à observer et à ramener, plus elles sont mal connues, mal décrites. Tout ça pour dire que tous ceux qui veulent bosser dans l'océanologie, il y a encore beaucoup de boulot, il y a encore beaucoup d'espèces à identifier, à comprendre, à connaître. Et c'est un peu ce message-là que je voulais te donner à la fin de cet épisode. Je te remercie beaucoup pour ton attention. C'est la fin de ce deuxième épisode donc consacré aux poissons revenants. Dans le suivant, je vais te parler d'un invertébré, d'un insecte, la célèbre fourmi panda. Et là, pour te teaser un peu, je te dirais que c'est pas une fourmi, c'est une guêpe, en fait, et en plus, qui a pas d'ailes, qui est velu et qui ressemble à un tout petit panda. Un corps, un être incroyable, et ça sera au menu du prochain épisode, l'épisode 3 de notre calendrier de l'Avent de Baleine sous Gravillon 2025. Grand merci pour ta fidélité, joyeuses fêtes, à très vite, salut. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir prêté tes oreilles. Si tu aimes nos contenus, je te recommande mes 2 livres. En finir avec les idées fausses sur le monde vivant, aux éditions de l'Atelier, et Nomen, les origines des noms des espèces, aux éditions Ulmer. Et aussi un super jeu de cartes, Terra Animalia, pour apprendre sur les animaux et les plantes tout en jouant. Et on fait un gros clin d'œil aux profs, aux parents et à tous ceux qui racontent ou enseignent le vivant. Grand merci pour ton soutien, à bientôt. Et d'ici là, prends soin de toi et de ce qu'il y a autour de nous.